Selon Rémy Astruc, le grotesque est le lieu d'impossibilité réalisée, un entre-deux qui présente un monde dédoublé. D'après William Kaiser, ces parties essentielles consistent d'où, je cite, mélange d'éléments hétérogènes, la confusion, la qualité fantastique et même une espèce d'aliénation du monde. C'est ce grotesque qui, selon Astruc, caractérise le romantisme noir de Baudelaire, un grotesque où, je cite, il s'agit alors d'un héros en proie à une rupture beaucoup plus radicale avec le monde que la simple mise à l'écart provoquée par la difformité extérieure. Contemporain au malaise artistique inscrit dans la fameuse préface de Mademoiselle de Maupin de Gautier, je propose que La fille aux yeux d'or de Balzac s'apparente à ce genre de grotesque. C'est, d'après Marie Josephine Diamond, un texte qui est de façon rhétorique, structurale et thématique monstrueux et excessif. Pour soutenir ma lecture, je vise à étudier une figure grotesque privilégiée du texte, c'est-à-dire le double, afin de lire entre les lignes de l'intrigue. En effet, le dédoublement marque les relations entre frères et sœurs, frères et amantes et sœurs et amantes. En fin de compte, j'affirme que le dédoublement et la fragmentation vont de pair pour affirmer que l'artiste, jaloux de ses propres créations, obsédé par leur matérialité, incapable de les lâcher et destiné à l'échec. En citant Pascal et Bergson, Astruc constate que le double est une figure clé du grotesque qui chevauche le comique et le menaçant, ainsi qu'il, je cite, suppose le possible et l'impossible. Bien qu'Astruc soutienne que le réalisme irréel du grotesque, je cite, n'est pas fidèle au sens du réalisme balzacien, pour Kaiser, le grotesque a sa place dans la littérature réaliste. Je constate que cette inquiétante étrangeté du réel, d'après la formule d'Astruc, est essentielle pour comprendre La fille aux yeux d'or, surtout ses parties les plus perturbantes, y compris son dénouement sanglant. Comme le note Tim Farron en parlant de l'histoire des 13, je cite, « Satire et fantastique sont étroitement apparentés, et ce dernier permettra à Balzac, à l'instar d'Hoffmann, d'employer la fantaisie pour faire la critique du réel. » En effet, je propose que la structure triangulaire qui englobe Henri de Marsay, sa demi-sœur Margarita, la marquise de San Réal, et leur maîtresse Paquita, la fille aux yeux d'or, soit marquée fondamentalement par le dédoublement du frère et de la sœur, et qu'ainsi la signification de Paquita se trouve subordonnée au double d'Henri Margarita. J'analyserai le dédoublement d'Henri et la marquise avant d'examiner le rapport avec Paquita ainsi que la représentation narrative de cette dernière. Je montrerai enfin qu'Henri et la marquise peuvent représenter deux facettes de l'artiste qui échoue en dévorant sa propre création, c'est-à-dire leur œuvre Paquita. Ainsi, La fille aux yeux d'or est la mise en scène de l'échec artistique incité par la société de son temps, une interprétation peu tenable sans rendre compte de l'effet grotesque du double. La nouvelle montre le jeune héros aristocratique Henri de Marsay qui est décrit comme un être d'exception mais mécontent, toujours à la recherche de l'or et du plaisir qui obsède tous les habitants de Paris. Le fait qu'Henri soit aristocratique et donc aisé n'empêche pas qu'il ait, je cite, des caprices extravagants, des goûts ruineux. Sur ce, le narrateur est explicite, je cite. Mais les observateurs qui ne s'arrêtent pas à la superficie des choses sont bientôt convaincus que les différences entre les jeunes élégants sont purement morales et que rien n'est trompeur comme l'est cette jolie écorce. Comme le note Diamond, je cite, His external appearance, unlike all other physiognomies in the social taxonomy of Paris, does not reflect an inner equivalent. His beauty is deceptive. Diamond relève justement l'ironie balzacienne autour d'Henri. Le narrateur le ridiculise autant qu'il le loue. Tout au début de la nouvelle, la présentation d'Henri est assez androgyne. Il est, je cite, le plus joli garçon de Paris, avec les yeux les plus amoureusement décevants, une peau de jeune fille, un air doux et modeste, une taille fine et aristocratique, de fort belles mains. Bien que le narrateur l'indique au premier chapitre, Henri ne sait pas que son père, il est fils illégitime, a un second chef d'œuvre dans la forme d'une sœur qui, tout comme Henri, a elle aussi des goûts ruineux.
Ce n'est donc pas une coïncidence quand son ami Paul décrit la marquise de San Réal de façon étonnante, voire inquiétante. Je cite, « Elle vous a des yeux noirs qui n'ont jamais pleuré, mais qui brûlent, des sourcils noirs, des lèvres ardentes et fraîches, un teint mauresque auquel un homme se chauffe comme au soleil. Mais, ma parole d'honneur, elle te ressemble. » Mais cette ressemblance n'est pas que physique. Le frère et la sœur ont la même ardeur destructive vis-à-vis de Paquita, qui se transmet dans les mêmes paroles et le même ton de la voix. Bien avant la consommation de leur relation, Henri crie, je cite, « Si tu ne devais pas être à moi seul, je te tuerais. » Mot que reconnaît Paquita, et je cite, « C'est la même voix, témoigne-t-elle. » Ensuite, après la consommation, et bien qu'il soit las d'elle, Henri détermine que Paquita l'a trompé. Si elle est vierge, ce n'est qu'une, je cite, « innocence purement physique », car Henri est sûr que pendant cette rencontre, il avait posé pour une autre personne, c'est-à-dire Margareta, sa sœur. Ainsi, Henri et la marquise sont presque physiquement interchangeables et semblent satisfaire tous les deux Paquita. D'après Paquita, sa, je cite, « vie cachée n'est que ténèbres en comparaison de la lumière ». Et elle explique que cette lumière est bien Henri. Le frère et la sœur sont donc complémentaires ainsi qu'interdépendants. Il s'agit d'un dédoublement fragmentaire où l'un n'est pas complet sans l'autre, ce qui explique d'ailleurs paradoxalement la conclusion où Margareta disparaît du texte, absorbée à jamais en Henri, moment indiqué par le narrateur bien avant le dénouement, car il s'agit de, je cite, « cette loi de la statique en vertu de laquelle deux forces identiques s'annulent en se rencontrant, qui pourrait être vrai aussi dans le règne moral. » Eh bien, au moment de la reconnaissance entre frères et sœurs, ils deviennent une seule personne. Et je cite, « Ils dirent ensemble le même mot. Lord Dudley doit être votre père. » Chacun d'eux baissa la tête affirmativement. Puis elle quitte Henri avec ces mots. Je cite, « Adieu, dit-elle, rien ne console d'avoir perdu ce qui nous a paru être l'infini. » Autrement dit, ils ont perdu leur œuvre soigneusement conçue, une œuvre qui paraissait être l'infini, c'est-à-dire une œuvre idéale, mais qui ne l'était pas. Grâce à cette reconnaissance terrible, la sœur s'absorbe dans le frère. Margareta ne peut plus exister narrativement. Ils sont devenus un nous. Dès son introduction, Paquita est présentée comme une itération d'Henri. Paul note qu'elle a à peu près le même âge qu'Henri, une jeune personne d'environ 22 ans. Une fois amoureux, Henri attend cette fille dont il est la chimère, ce qui implique une relation spéculaire ou interdépendante entre ces personnages. Qui plus est, Paquita est décrite comme une perle introuvable, capable de fournir un reflet magique vis-à-vis d'Henri. Chantal Massol-Bedouin note que, je cite, « l'activité de lecture est d'ailleurs thématisée dans la fiction de la nouvelle et l'emploi du registre littéraire pour décrire Paquita est frappant. Paquita est présentée comme un objet qu'Henri peut lire. Quand ce dernier la rencontre par hasard, il arrive un moment de transmission où, je cite, « sa figure semblait dire « Quoi, tu vois là, mon idéal, l'être de mes pensées, de mes rêves du soir et du matin. » Henri lit le corps de Paquita, elle n'a pas besoin de communiquer verbalement. Henri pressent qu'elle reviendra et il note tout satisfait qu'il ne se trompait point. Plus tard, quand il lui envoie du papier pour lui écrire, il lui dit qu'elle n'a pas besoin de répondre car il le saurait par son silence. Henri accède facilement à son intériorité physique, mais pas spirituelle, tout comme le narrateur envers lui. Par contre, il ne peut lire que son corps. Il est incapable de lire son emplacement physique, incapable de pénétrer le lieu où elle se trouve. Il s'agit donc peut-être d'un aspect herméneutique de la quête artistique du héros. Le double Henri-Margareta décrit Paquita comme quelqu'un d'inhumain, sinon inanimé. Elle est plus jeune personne que femme, si on croit la première impression d'Henri. Quand Henri repense à leur première rencontre, il se focalise sur la couleur de ses yeux, une couleur d'argent, de matière. C'est un, je cite, « jaune d'or qui brille, de l'or vivant, de l'or qui pense, de l'or qui aime, et veut absolument venir dans votre gousset. » Ce qui compte pour Henri, c'est la valeur de cette fille aux yeux d'or, non que Paul et ses amis lui ont donné.
Cette femme, déjà signalée comme étant plus chose qu'individu par son nom, je cite, c'est toute la femme, un abîme de plaisir où l'on roule sans en trouver la fin. Paquita s'apparente plus à un conseil qu'à une personne, un conseil qui promet des plaisirs infinis pour Henri. Elle est, je cite, la plus riche organisation, cette machine, la créature, ainsi que toutes les femmes, je cite. Et qu'est-ce que la femme? Une petite chose, un ensemble de niaiseries. Pour Henri, chaque femme est un objet, mais chaque femme n'est pas l'objet exquis, le chef d'œuvre qu'est Paquita, un être qu'il semble avoir créé plutôt que rencontré. Ce qui frappe toujours, c'est le registre littéraire qu'emploie le narrateur pour décrire Paquita. Elle est l'art pur, je cite, la plus infernale inspiration du génie antique, une sainte poésie prostituée par ceux qui l'ont copiée. Elle réalise en sa personne, je cite, si bien les idées les plus lumineuses exprimées sur les femmes par la poésie orientale. Elle incarne la poésie ainsi que les grandes héroïnes romanesques. Elle sera à Henri comme à Lovelace une Clarissa Harlow, ou tout simplement un chef d'œuvre de la nature. Au moment où Henri et Paquita consomment enfin leur relation, Henri, je cite, éprouve une de ces sensations délicates que donne la vraie poésie. Autrement dit, Paquita est texte. Encore une fois, il s'agit du, je cite, chef d'œuvre de la création cette fille, formule qui relève également l'ironie du narrateur envers son héros, car c'est Henri qui vénère toujours sa propre création comme étant meilleure que celle de Dieu. En plein milieu de leur rencontre, ni le rythme de Sadi, ni celui de Pindare n'auraient exprimé l'extase dont cette délicieuse fille fut saisie. Paquita peut être lue en tant que texte, ainsi qu'elle peut communiquer sa textualité. Ici, il s'agit de son corps qui, tout comme lors de la première rencontre avec Henri, parle. Paquita elle-même ne peut ni lire ni écrire. En tant que fiction, ainsi qu'être spéculaire, elle n'en a pas besoin. Après qu'Henri croit qu'il a tout lu et tout compris de sa création, il se lasse d'elle, où il éprouve, et je cite, une teinte de mépris et peut-être de dégoût pour son idole. Son engouement pour sa création idéale ne dure que brièvement, et Paquita, qui annonce qu'elle est morte après cette consommation, semble consciente du fait que son existence en tant qu'œuvre risque d'être abrégée. Elle veut, je cite, rompre ce cercle d'airain que l'on avait décrit entre la création et moi, pour qu'elle puisse circuler en tant qu'œuvre, mais elle n'est pas autonome. Narrativement, elle est littéralement esclave des caprices tout doubles qu'il a engendrés. Au premier chapitre de la nouvelle, où le narrateur décrit la ville infernale qu'est Paris, il résume le monde artiste, je cite, « Excédé par un besoin de produire, dépassé par le coûteuse fantaisie, lassé par un génie dévoreur, affamé de plaisir, les artistes Paris veulent tous regagner par d'excessifs travaux les lacunes laissées par la paresse et cherchent vainement à concilier le monde et la gloire, l'argent et l'art. » Les similarités entre l'artiste parisien envisagé par le narrateur et le double Henri Margarita sont frappantes. Ils dépensent capricieusement, consomment tellement qu'ils se lassent de tout et sont perpétuellement à la recherche d'un nouvel objet encore plus attirant. Ce qui souligne que dans une société aussi matérialiste, les tentatives artistiques sont destinées à échouer. Pour le narrateur, l'argent et l'art ne sont pas compatibles. En effet, la tentative que fait Henri Margarita de créer Paquita échoue, car les deux sont incapables de lâcher leur création. Je cite, « À Paris, la vanité résume toutes les passions, nous apprend le narrateur, et comment créer du vrai art sans passion. » Tout au début de la nouvelle, Henri est marqué par, je cite, un épouvantable vice. Il ne croyait ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux dieux, ni aux diables. Henri, en tant qu'artiste, est donc celui qui manque de passion, qui ne trouve partout qu'une indifférence extrême. Ainsi, l'auteur nous donne une vision assez pessimiste du caractère de l'artiste moderne, ainsi que du destin de l'œuvre d'art idéale dans une société aussi matérialiste. En même temps qu'elle est chose, Paquita est elle aussi une espèce d'artiste, grâce à une sorte de transmission qui se passe entre elle et son amant dédoublé. Car n'est-ce pas elle que le narrateur décrit peut-être ici, je cite, « Un visage d'artiste est toujours exorbitant. Il se trouve toujours en dessus ou en dessous des lignes convenues pour ce que les imbéciles nomment le beau idéal. Quelle puissance les détruit, la passion.
Toute passion à Paris se résout par deux termes, or et plaisir. Ce qui explique peut-être pourquoi elle se décrit comme esclave mais reine aussi. Son être comprend les deux rôles, au moins avant sa mort, et Henri et Margarita sont des imbéciles qui ont compris trop tard qu'elle était effectivement ce qu'ils cherchaient. Paquita, en tant qu'œuvre d'art, est destinée dès le début de la nouvelle à mourir, ou plutôt à être détruite. Le récit l'exige. Quand Paul demande à Henri comment la fille aux yeux d'or est morte, Henri répond « de la poitrine ». C'est la dernière phrase de la nouvelle. Qui peut se lire selon trois sens différents. Sens littéral, elle est poignardée. Sens aussi de mourir de la tuberculose, ce que comprendra sans doute Paul. Le sens figuratif, en revanche, c'est la partie morale de l'homme, ce qui veut dire que la société immorale, dépeinte tout au long de la nouvelle, est la source de l'amour de Paquita. Cette préoccupation avec l'homme moral de Paris est signalée par le narrateur au premier chapitre. Je cite, « Sa physionomie sous-entend la germination du bien et du mal, le combat et la victoire, la bataille morale de 89 et aussi l'abattement de 1814. Source de l'amour de Paquita ainsi que source de la destruction de l'artiste ou de l'art idéal. » La nouvelle privilégie le dédoublement comme façon de déstabiliser le lecteur, de bouleverser ses attentes et de souligner les rapports spéculaires qui lient Henri, Paquita et Margarita. Je propose qu'au cœur de la narration parfois délirante de la nouvelle, Paquita devienne symbole de l'œuvre d'art ainsi que, au moins dans le moment où elle est achevée avant son meurtre, celui de l'artiste lui-même. Margarita contrebalance son double, Henri de Marsay, et donc elle est nécessaire pour achever l'ouvrage qu'est Paquita. Ce qui explique pourquoi Paquita l'a en horreur. Elle ne veut pas mourir. Je souligne qu'après qu'Henri refuse de l'enlever de l'hôtel pour empêcher sa mort, Paquita tombe demi-morte. Une page plus tard, et elle est massacrée par Margarita. Le double doit donc s'unir afin de tuer sa création, car en tant qu'être fragmentés ou divisés, ils sont incapables de la partager. Enfin, Paquita se noie dans le sang, c'est-à-dire le sang filial qui lie Henri et Margarita, la force du sang signalée par le titre du chapitre même. Pour sa part, Paquita, elle, veut continuer de circuler en tant qu'objet d'art, au lieu d'être emprisonnée à l'hôtel San Réal, endroit où, je cite, « aucun son ne s'en échappe, tant on y veut ambitieusement garder les accents et les musiques de la voix aimée. » Paquita sait qu'ensemble, les doux la tueront. Effectivement, la vraie œuvre d'art est inaccessible à l'artiste qui ne crée que pour gagner, qui est jaloux de sa propre création, qui veut la garder cloîtrée hors du monde. Toute la nouvelle s'intéresse donc à décrire cet échec chez un artiste qui ne l'est pas tout à fait, ne peut pas l'être. En ce sens, le narrateur est très critique envers Henri, qui est plus imposteur qu'artiste, et qui complique une analyse qui voit la nouvelle comme tout simplement misogyne. Paquita, elle, veut subsister en tant qu'œuvre. Je cite, « Écoute, je suis attachée comme un pauvre animal à son piquet. Je suis étonnée d'avoir pu jeter un pont sur l'abîme qui nous sépare. Oh non, non, dit-elle en joignant les mains. Ne me tue pas, j'aime la vie. » Elle est tout à fait consciente du fait qu'elle n'est pas un être autonome et que son existence dépend de ceux qui la créent. Elle est même consciente du fait que pour Henri, elle et lui n'est hors de lui que pour le satisfaire. Je cite, « Ai-je une volonté? Je ne suis quelque chose hors de toi qu'afin d'être un plaisir pour toi. » La fille aux yeux d'or est donc une méditation sur la création artistique elle-même, un procédé tout à fait grotesque qui vise à présenter, je cite, « un monde altéré obéissant à une logique devenue folle. » C'est cette folle logique du grotesque qui remet en cause une interprétation comme celle de Perry, où tout comme l'auteur, Henri, je cite, se dévoue néanmoins à son œuvre en s'y absorbant et en se sacrifiant à la création fictionnelle qui consume l'énergie comme le fait la passion érotique, l'écrivain devient capable d'éprouver un sentiment de l'infini. Car ce n'est pas Henri qui se sacrifie, il n'était jamais capable de l'art idéal, n'avait jamais de vraie passion, mais seulement la jalousie de sa propre création. Ce que l'auteur montre est effectivement l'ironie d'une nouvelle qui présente Henri comme personnage créateur ou artistique. Il appartient à une classe sociale où, je cite, « les figures y sont étiolées et rongées par la vanité. Là, rien de réel. Chercher le plaisir, n'est-ce pas trouver l'ennui ?»
Enrayé selon le narrateur, tout comme l'homme qui, je cite, ne peut rien faire que d'imparfait, soit en bien, soit en mal. Toutes ses œuvres intellectuelles ou physiques sont signées par une marque de destruction. Sa création idéale était toujours destinée à la destruction à cause de son imperfection d'artiste. Qui plus est, cette quête pour l'œuvre d'art est une préoccupation qui va le suivre. Paquita est, je cite, un de ces songes qui, tout en s'évanouissant, laissent en l'âme un sentiment de volupté surnaturelle, après laquelle un homme court pendant le reste de sa vie. Pour le narrateur, l'inspiration artistique n'est plus l'apanage d'un génie pur. Dans une société marquée par, je cite, cette attente continuelle d'un plaisir qui n'arrive jamais, l'inspiration ainsi que l'œuvre sont fugaces, voire irréalisables. En fin de compte, il existe deux solutions aux cruautés de la pensée artiste. Soit on anéantit sa propre création, soit on accepte l'ennui permanent. Merci.